Et bonsoir à tous, ici l'image de l'Afrique qui vous amène chaque semaine des questions qui sont importantes pour le développement du continent africain. Alors cette semaine, on parle de cette industrie pharmaceutique qui fait du remous et qui fait du bruit au niveau du continent. Saviez-vous que 30 à 70% des médicaments que l'on trouve sur le continent africain sont soit de mauvaise qualité ou frelatés? Alors, quel impact est-ce que cela a-t-il sur la santé publique du continent? On en discute tout de suite avec nos trois invités. Nous avons Monsieur Frédéric Umuhoza, qui est superviseur des services pharmaceutiques au sein du ministère de la Santé ici. Merci. Merci, bonsoir. Et nous avons aussi Madame Docteur Stella Tuisenge, qui est conseillère médicaments et technologies de la santé au sein de l'OMS, l'organisme des Nations Unies pour la santé. Merci d'être ici. Bonsoir, merci. Et nous avons aussi Monsieur Israël Wimé, qui est ex-président de la Fédération internationale des étudiants en pharmaceutique. Merci, bonsoir. Alors, j'aimerais, avant d'en rentrer dans le vif du sujet, qu'on puisse avoir peut-être un aperçu de ce qui se passe sur le continent. Et c'est avec cette vidéo et ce reportage qui fait le tour de la question au niveau des différents pays. Regardez. Oui, les faux médicaments existent. Et oui, ils circulent désormais dans tous les pays du monde. On dit, selon l'OMS, que 15% des médicaments en circulation sont des faux et que 30 à 70% sont des faux dans les pays d'Afrique. On dit aussi que de faux antipaludéens ont tué au moins 120 000 enfants africains en 2013. Une mesure essentielle pour lutter contre les faux médicaments, à côté de la sensibilisation et la communication, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle le SINAM, le Système national d'approvisionnement en médicaments. Antibiotiques, antalgiques, traitements contre le paludisme ou le diabète, au marché central de Yaoundé, des centaines de vendeurs présentent dans leurs échoppes toutes sortes de médicaments, pour la plupart des faux. Un commerce très lucratif qui enrichit des contrefacteurs sans scrupules. Au mieux, ces produits sont sans effet, au pire, ce sont de véritables poisons qui rendent malades et causent même des décès. Vous avez également eu une famille, il y a quelques années, une famille qui avait pris soi-disant des vermifuges et ça a tué toute la famille. On ne sait pas exactement à quelle molécule c'est dû, mais c'était une molécule qui avait été achetée dans le marché illicite. Le trafic de faux médicaments est un fléau qui concerne beaucoup de pays en Afrique. Les produits viennent souvent de Chine ou d'Inde et sont dans certains cas acheminés par des réseaux criminels internationaux. Les autorités camerounaises affirment lutter contre ce problème. Le phénomène est quand même combattu par les pouvoirs publics parce qu'il ne se passe pas un mois ou une semaine sans qu'on lise dans la presse que dans un coin du Cameroun, on a fait des saisies, on a opéré des saisies des médicaments qui sont entrés frauduleusement ou alors qui ne sont pas des médicaments, je peux dire, homologués par l'État. Ces produits sont réputés moins chers que ceux vendus en pharmacie. Un argument de taille dans des pays où les dépenses de santé ne sont pas remboursées. Les plus modestes n'ont souvent pas les moyens d'aller chez le médecin ou à la pharmacie. Des campagnes de sensibilisation aux dangers des médicaments de la rue semblent avoir peu d'effet sur les consommateurs. Oui, j'avais les violents maux de tête. Quand je suis venue ici, là, j'étais satisfaite parce que ça me peut diminuer. C'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux. Même comme on dit que les médicaments de la rue tuent, mais ça va. Je pense que le danger peut venir sur les méthodes de conservation, mais pour le reste, je crois que ça va. Mêlés aux faux, il y a de vrais médicaments en vente dans la rue, mais ils sont souvent périmés ou devenus dangereux car mal conservés. 800 000 morts, c'est ce que provoque la consommation de faux médicaments en Afrique chaque année. Le chiffre a été révélé dans une étude de l'Organisation mondiale de la santé. Un médicament sur 10 est falsifié en Afrique. Selon les pays, le marché du faux médicament atteint entre 30 et 70% des médicaments vendus. Les dangers de la consommation de faux médicaments peuvent être nombreux et variés. D'accord ? Deux cas de figure peuvent se présenter. Soit le médicament en question, c'est-à-dire la molécule, elle est fausse. Et en ce moment, ça peut se solder par un échec thérapeutique avec une évolution qui peut être très défavorable pour le patient. Toujours dans ce même cas de figure, on peut observer des résistances aux antibiotiques, des résistances aux antipaludéens. Et à ce niveau, ça pose énormément un problème de santé publique.
Et le second cas de figure, c'est que le principe actif étant faux, qu'il s'agisse de médicaments qui soient illicites, il peut s'avérer avoir des toxicités qui peuvent être hépatiques, qui peuvent être rénales et se solder par des insuffisances qui peuvent être hépatiques, rénales, voire une évolution fatale pour le patient. Le trafic de médicaments rapporte plus de 200 milliards de dollars aux trafiquants et leur rapporte 20 à 45 fois plus que le trafic de drogue. Ils sont souvent bien moins chers et plus accessibles que les médicaments en officine. Un médicament, faux et contrefait, tout simplement déjà les médicaments qui passent par un circuit licite, c'est-à-dire un circuit normal de médicaments, doivent se vendre en officine et pas dans la rue. Donc en général, voilà. Et en second, c'est généralement le conditionnement. Vous savez que les médicaments, tout ce qui passe par le circuit licite de médicaments, sont conditionnés de telle sorte que il y ait et dans la boîte un conditionnement qui soit correct et une notice bien claire qui explique aux patients quelles sont les doses et les posologies appropriées. Pour les autorités et les consommateurs, les circuits complexes empêchent toute traçabilité. Pour le moment, seule la Guinée a entamé un processus de signature de la Convention Medicrime qui criminalise le trafic de faux médicaments. Moi, je vais pour sauver la vie des autres. Pour sauver la vie des autres, les autres n'ont pas de moyens. Si l'autre là, il a 500 francs, il peut venir chercher son médicament pour boire. C'est ça? D'après moi, c'est bon au moment où si les mesures de prévention sont respectées. Les médicaments de la rue, déjà c'est pas bien parce que c'est exposé devant la chaleur et tout. Et puis bon, nous utilisons ces produits parce que nous avons un problème de pouvoir d'achat. Ça coûte excessivement moins cher. Ça nous soulage un tout petit peu, mais nous sommes conscients que c'est pas bon ces produits-là. Alors, on a, je pense, un bilan assez, pas mitigé, assez négatif d'ailleurs sur l'utilisation et sur la pharmacie et les médicaments en Afrique. Alors, Monsieur Muhoza, normalement sur le continent africain, on contribue à peu près à un quart de la charge des maladies au niveau mondial et seulement 1% de la consommation des médicaments. Qu'est-ce que ça vous évoque? Merci Noëlla, je crois que pour cette question, la consommation en médicaments n'est pas surtout 1%, mais peut-être la dépense de la santé en général. Ça constitue peut-être 1%. Mais pour ce qui est la consommation en médicaments, ça peut être plus grande que ça. Mais je crois que pour l'Afrique, on consomme beaucoup de médicaments. Parce que l'Afrique est surpeuplée, et nous avons aussi des cas de maladies. Je crois que la consommation des médicaments ne doit pas être 1%, mais peut-être les dépenses de santé, peut-être soit 1%. Je ne sais pas si Terra, qui est au niveau de l'OMS, peut-être elle peut nous donner à votre avis, quelle est la hauteur ou la grandeur peut-être de la consommation médicamenteuse? Donc, c'est vrai que la consommation de médicaments pour l'Afrique n'est pas très élevée parce que, à ce qu'on voit en Afrique, on a l'accessibilité aux médicaments à 50%. Seulement 50% des malades ont accès aux médicaments. Mais dire que c'est 1%, ce sont les dépenses de la santé. Les dépenses de la santé, là, c'est 1%. Et là, c'est lié à beaucoup de choses. Mais c'est pas négligeable la situation de l'Afrique à ce qui concerne l'accessibilité de médicaments. On voit 50%, c'est beaucoup. C'est-à-dire que les besoins en médicaments en Afrique ne sont pas couverts. Pourquoi ils ne sont pas couverts? Normalement, si on va bien, on pense bien, l'accès aux médicaments est lié, à beaucoup de choses, mais on peut dire 3 ou 4. On a ce qu'on appelle une bonne sélection de médicaments à utiliser et un système d'approvisionnement fiable et puis
un système de financement équitable et puis la tarification de ces médicaments, parce que on peut avoir un système d'approvisionnement et on peut avoir un financement, mais quand les prix des médicaments sont élevés, la population n'a pas accès à ces médicaments. Et surtout qu'on a vu que la raison pour laquelle la plupart ont recours à des médicaments de la rue, c'est parce qu'ils sont aussi moins chers. Alors, quel est le rôle des pouvoirs publics finalement dans cette tarification? Est-ce que ce n'est pas un secteur qui est privé? Le système de tarification des médicaments aussi dépend de beaucoup de choses. Nous avons, si on dit la composante du prix des médicaments, on a déjà le prix avec donc de l'usine de médicaments. On a les assurances, donc on a que c'est pas toujours que les usines vendent directement aux pays africains. Il y a des groupeurs qui ont besoin d'un marge bénéficiaire. Il y a les tarifs pour le transport. Il y a aussi les tarifs, les tarifs qu'on fait dans les pays. On a les tarifs douaniers, les assurances locaux, et puis on a des marges bénéficiaires qui sont élevées. Tout ça, ça contribue à la hausse du prix des médicaments. Je pense qu'au niveau peut-être du secteur pharmaceutique, vous pouvez nous aider. Est-ce que c'est un cas qu'on a seulement en Afrique, le prix des marges bénéficiaires qui sont élevées au niveau des groupeurs ou au niveau des pharmacies? Eh bien, en Afrique, c'est beaucoup plus grave par le fait qu'on produit très peu de ce qu'on consomme. Donc, même si on a à importer de tout ce qu'on consomme, on produit très peu de ça. Et c'est ainsi que ça augmente beaucoup la marge. Et il faut aussi compter le fait que l'Afrique est un grand continent et assez des pays sont centralisés. Donc, l'accès des mers jusqu'au vraiment au centre, par exemple, pour le cas du Rwanda, ou les pays qui n'ont pas accès à la mer et qui sont tous enclavés, ça cause qu'il y a beaucoup de marges bénéficiaires qui s'ajoutent à beaucoup d'acteurs qui font partie à la distribution des médicaments. Et c'est ainsi que ça fait que ça devient plus difficile à consommer en Afrique. Et comme on vient de voir, ça devient très lucratif aux médicaments falsifiés. C'est donc un problème d'infrastructure. Mais au niveau du ministère, au niveau du pouvoir public, est-ce qu'il y a une prise de conscience finalement de ce problème d'infrastructure? Et qu'est-ce qui est fait pour changer ça? Évidemment, il faut y avoir un système de régulation où le ministère doit mettre en place des règlements, les lignes directrices pour l'approvisionnement des médicaments, pour la distribution des médicaments, pour l'importation des médicaments. Cela contribue à l'accès des médicaments efficaces. Et aussi pour les médicaments génériques qui sont vendus dans la rue, si on ne contrôle pas, les médicaments qui sont peut-être contrefaits peuvent entrer sur le marché. C'est pourquoi, au niveau du ministère, il faut avoir des règlements qui sont efficaces, qui aident le secteur privé d'avoir les bons médicaments sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple de ces mesures et puis peut-être... Moi, je peux ajouter une chose, c'est que si vous avez demandé que les gouvernements sont conscients de la situation, oui, les gouvernements sont conscients de la situation. Et donc, on voit que le système d'approvisionnement, la tarification, le gouvernement ne peut pas jouer beaucoup sur la tarification des médicaments parce que nous avons vu le long que ça fait. Mais ce qu'il a fait, c'est que dans les composants de l'accès aux médicaments, on a aussi le financement de la santé, le financement de ces médicaments. Donc, on voit que les gouvernements aujourd'hui travaillent beaucoup pour essayer de voir les systèmes de financement qui peuvent nous aider, qui peuvent permettre à la population d'avoir accès. Notamment, vous voyez, le système de financement, nous avons le système étatique. Le gouvernement contribue, par exemple, dans la construction des infrastructures, dans la formation des pharmaciens. En tout cas, il contribue beaucoup. Et puis, il y a un financement subventionné
En financement, vous voyez que le gouvernement, par exemple, les médicaments contre le paludisme, c'est subventionné. Donc le gouvernement subventionne ou bien les partenaires. Et il y a aussi le fait que même les financements de la population, la communauté, participent, mais il y a une organisation, un système de financement qui permet à la population de payer avant qu'ils ne tombent malades. Par exemple, les assurances. Les gouvernements, maintenant, ils sont en train de promotionner les assurances maladie, les mutualismes. Tout ça, ce sont des mesures qui nous aident à ce que, pour la population, le poids du prix de médicaments ne se fait pas sentir, pour que la population puisse avoir accès aux médicaments. Je pense qu'on va revenir sur ces questions de subventionnement et puis le rôle de l'État. Mais au niveau du marché, on est bien d'accord que si par exemple vous avez choisi de devenir pharmacien, c'est pas seulement pour votre bon cœur et votre charité, il y a quand même une composante de bénéfices. Alors, selon vous, quelle est votre analyse peut-être du marché au niveau des pays africains? Est-ce qu'il y a vraiment une demande ou est-ce que c'est en croissance? On va voir tout à l'heure peut-être certains chiffres qui nous aideront à mettre en place ces questions, mais de votre point de vue. Ok, il faut d'abord comprendre ou bien contextualiser cette conversation, donc savoir quelles sont les composantes d'une industrie pharmaceutique à partir de la recherche et développement où il faut découvrir des nouveaux médicaments, la régulation où il faut réguler quels sont les médicaments qui entrent au pays, comment est-ce qu'ils sont vendus, quelles sont les conditions, et maintenant l'accès aux médicaments. Et c'est là dont on parle des financements et comment la population va avoir accès à cela. Et le marché, on sait que l'un des problèmes en Afrique, c'est le fait que la recherche et le développement est vraiment pas très développé. Maintenant, la régulation, vraiment quasi inexistante. Et quand on parle maintenant de la régulation, c'est ainsi, par exemple, le gouvernement rwandais va instituer une nouvelle agence qui va réguler les médicaments et les produits alimentaires. Donc c'est pour que nous puissions avoir un bon environnement de régulation pour les médicaments et cela va plus aider à combattre les contre-effets, à faciliter le développement d'industries locales et ainsi de suite. Et l'accès aux finances, je ne peux pas dire mieux que ce qu'elle a dit. Revenons maintenant donc, à l'accès au financement. On a parlé de la couverture maladie qui est encore assez inégale au niveau du continent. On va voir quelques chiffres tout à l'heure, mais c'est assez difficile. Est-ce qu'il y a un pouvoir d'achat qui est croissant ou est-ce qu'il y a des perspectives positives pour la couverture maladie sur le continent? Moi, je pense qu'il y en a. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et au niveau de l'Afrique, nous savons que nous avons déjà la constitution de la fédération la fédération des producteurs des produits pharmaceutiques. Il y a maintenant, on est au niveau de l'Afrique, ils sont en train de mettre en place un système de régulation africaine, AMA. AMA. Ça c'est pour nous aider. Il y a aussi la promotion de l'harmonisation de la régulation au niveau de l'Afrique à partir des commissions économiques et assez maintenant l'Est africain, nous avons déjà le projet d'harmonisation au niveau de l'Afrique du Sud. Nous avons un projet d'harmonisation qui est prévu. Au niveau de l'EMOAN, il y a un projet d'harmonisation qui est prévu. Tout ça, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour essayer d'alléger les procédures et les directives pour être en mesure de mettre en place les standards, les fonctions de régulation pour que les standards soient mis en place et puis que ça puisse être suivi et évalué à chaque moment. Vous parlez des différentes régions, enfin communautés économiques régionales. Et bien sûr, l'un des problèmes au niveau du continent, c'est que voilà, chaque région a un peu ses règles, ses lois. Et puis, dès qu'on veut passer d'une région à l'autre, c'est un problème. Est-ce qu'il y a des perspectives positives, notamment dans le cadre des réformes de l'Union africaine, qui cherchent peut-être à casser un peu ces
ces différences et ces frontières sur le continent? Est-ce qu'il y a des perspectives pour vous? Est-ce que ça aura un impact positif? Oui, il y a des perspectives déjà. Si on parle déjà qu'il y a des projets d'harmonisation, c'est quelque chose qui est en train de casser ces frontières. Et on pense, on voit déjà que ça avance vers l'amélioration de l'accès aux médicaments. Et aujourd'hui, si on dit, c'est quelque chose que je vais ajouter sur ce qu'il a dit, aujourd'hui, on pense à faire la production locale. Mais il y a, non seulement nous avons des handicaps techniques, mais nous avons aussi qu'un pays comme le Rwanda, il aura un problème de marché. Si on peut une usine pharmaceutique fiable, qui travaille bien avec les ressources nécessaires, je ne pense pas que notre pays, notre population pourra être un marché suffisant pour quelqu'un qui veut avoir de l'économie. Et pouvoir en bénéficier. On va parler de la production au niveau local et de ce qu'on peut faire peut-être, ce qui était en train de faire, ce qui est en train d'être fait et ce qui peut être fait. Mais j'aimerais qu'on revienne peut-être sur l'impact. On parle des médicaments comme s'ils étaient peut-être dans les airs où c'est du Fanta ou du jus, mais ça a un impact réel sur la santé publique. On a entendu les chiffres du nombre de morts au niveau des enfants, au niveau des adultes, parce qu'ils ont consommé des médicaments qui étaient frelatés. Alors, au niveau de la santé publique, c'est un problème majeur quand même. Oui, c'est un problème majeur qu'il faut contrôler. Heureusement, au Rwanda, on n'a pas de médicaments vendus dans la rue. Tous les médicaments sont dans la pharmacie, gérés par des pharmaciens. C'est quand même un atout pour le Rwanda. Mais ailleurs, où on a vu les chiffres, par exemple, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que les pays doivent prendre les mesures, doivent renforcer les règlements, doivent établir des lignes directrices pour qu'on élimine tous les médicaments contrefaits sur le marché. C'est ça, en fait. Revenons un peu sur les chiffres, parce qu'on a des chiffres qui sont affreux. Une université à Édimbourg a estimé qu'entre 72 000 et 169 000, c'est le nombre d'enfants qui décèdent chaque année d'une pneumonie qui est traitée avec des antibiotiques de qualité inférieure aux falsifiés. Ces chiffres, ce sont des estimations, mais ça montre qu'il y a vraiment un réel problème. Alors, quels sont les différents acteurs en fait qu'il faudrait mettre en place pour que ces choses-là arrêtent? Je pense que, comme il a dit, c'est renforcer la régulation. C'est la seule chose qui peut nous garantir qu'on aura des médicaments de bonne qualité. C'est-à-dire que le problème en Afrique que nous avons, il y a des pays qui n'ont pas les fonctions de régulation en place. Il y a ceux qui ont des fonctions de régulation en place, mais qui ne fonctionnent pas. Il y a ceux qui ont des fonctions à moitié. Il y a d'autres qui ont des structures inadéquates. Donc, ce qui fait que on a ce problème. Donc, on ne peut pas échapper à ce problème si on ne parvient pas à renforcer, à avoir des systèmes de régulation qui fonctionnent très bien. On a parlé du rôle des pouvoirs publics, encore une fois, je reviens là-dessus. On a entendu qu'il y avait un document de Medicrime pour lutter contre la falsification, etc., des médicaments. Et visiblement, pas beaucoup de pays au niveau du continent, pour dire cela, ont signé ce document. Alors, est-ce que c'est un problème peut-être de capacité? Est-ce que c'est un problème d'harmonisation au niveau du continent? Ou est-ce que c'est un autre problème qui fait qu'on n'a pas vraiment une volonté peut-être de lutter ensemble contre ce problème? Parce que si les médicaments arrivent à rentrer dans un pays, ils passent, ils transitent par d'autres pays, etc., etc. Donc c'est une lutte qui doit être conjointe. Qu'est-ce qu'il manque en fait pour qu'on puisse aller ensemble, lutter ensemble contre ce problème-là, qui nous touche tous d'ailleurs? Moi, permettez-moi de dire que donc nos gouvernements aujourd'hui sont conscients. C'est pourquoi, comme j'ai dit, maintenant il y a des mécanismes qui sont mis en place
de travailler conjointement. Et je pense qu'il y a déjà les projets pour la lutte contre les médicaments contrefaits. Ça, ce n'est même pas africain, c'est mondial. Ça implique l'Interpol, ça implique la police, ça implique tout le monde. Et puis, au niveau des pays, au niveau de l'Afrique, on voit maintenant déjà, on a déjà la loi africaine pour la régulation des médicaments. On a déjà, donc on va mettre en place l'autorité de régulation, donc au niveau de l'Union africaine, qui va non seulement coordonner, il va coordonner la régulation au niveau de l'Afrique. Il va appuyer les pays à avoir des systèmes de régulation en place. Il va coordonner les activités pour que les pays africains aient des systèmes. Non, ils n'ont pas cassé les systèmes dans les pays, mais ils vont essayer de coordonner les activités, les procédures, les standards, pour que tous les pays aient les mêmes standards, pour qu'on puisse combattre en même temps. En même temps. Et aussi à l'extérieur. Et à l'extérieur aussi. À l'extérieur de l'Afrique. Parce que si vous pensez, le système de régulation, c'est pas seulement les médicaments qui sont ici. Il y a ce qu'on appelle l'enregistrement des médicaments. C'est en fait le système d'enregistrer les médicaments qui entrent dans le pays et voir si ces médicaments remplissent les conditions nécessaires et demandées pour qu'il n'y ait pas de danger à la population. Ça, c'est un système déjà qui est, si on met l'autorité de régulation, c'est la première branche, la première fonction de l'autorité de régulation. Et si ça arrive dans les pays, on a d'autres mécanismes, notamment l'inspection, le suivi, surveillance de marché. Notamment du ministère. Oui, au niveau du ministère. Maintenant, c'est le niveau du ministère. Mais dans les jours à venir, ce ne sera pas le ministère. Ce sera une autorité. Ce sera une autorité. Et il y a aussi les laboratoires de contrôle de la qualité. Et tout ça, ce sont des mécanismes qui sont maintenant en promotion, basés au niveau de l'Union africaine, et l'OMS et les autres partenaires participent dans l'élaboration de toutes ces fonctions et la mise en place de toutes ces fonctions. On s'est focalisé un peu sur les médicaments qui sont faux, frelatés, au niveau de la rue. Mais la réalité, c'est que même au niveau des pharmacies, on a des médicaments qui sont faux, qui sont de qualité inférieure. Alors, comment ça se passe au niveau des pharmacies particulièrement, comme quelqu'un qui voulait rentrer ou qui rentrait dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a des systèmes de contrôle de la qualité? Est-ce que c'est ne pas savoir, ou est-ce que c'est l'appât du gain qui va encourager les pharmaciens à aller vers des produits un peu de moins bonne qualité? Ah oui, il y a plusieurs composantes à cela aussi. C'est comment est-ce que le business des pharmacies est régulé dans des pays. Et il faut essayer de voir dans les pays où ça marche et dans les pays où ça ne marche pas, quelle est la différence. Il a bien dit, au Rwanda, nous avons une très bonne régulation pour les pharmacies communautaires, où il doit y avoir un pharmacien pour une seule pharmacie communautaire, ce qui est très différent dans notre pays. Un pharmacien peut en avoir 3, 4, 5, donc c'est un peu difficile à gérer. Et cela nous aide à savoir l'aspect, ça vient maintenant dans l'aspect de comment est-ce qu'on gère les médicaments après les avoir acceptés dans les pays et maintenant quand ils sont au niveau des pharmacies. Et il y a maintenant cette volonté-là où on a des professionnels, ressources humaines qui sont capables, qui sont éduqués et qui ont cette capacité de savoir comment les médicaments sont utilisés, différencier les vrais des faux et savoir comment se réguler eux-mêmes. Même si, parce que je me dis que ceux qui fabriquent de faux médicaments ne vont pas s'arrêter, mais ça doit être attaqué de différents fronts, à la régulation, mais aussi du côté de ceux-là qui sont de la demande dans la pharmacie communautaire, et c'est ainsi que différents aspects de la façon dont la pharmacie communautaire est régulée dans des pays, dans certains pays aussi contribuent beaucoup plus à quels sont les genres de médicaments qui sont là-bas et qui sont utilisés par la population. Et une autre chose, c'est aussi important d'éduquer
la population sur la différenciation entre les médicaments faux et les vrais médicaments. Dans les pays plus avancés, ils sont en train d'utiliser la technologie pour qu'un patient avec son téléphone mobile peut lui-même vérifier avec le code qui est sur le médicament si ce médicament est authentique ou non, s'il a été accepté par le ministère ou une autorité dans ce pays pour être utilisé. Et je me dis que c'est pas très loin d'arriver chez nous aussi. Je pense que l'utilisation de la technologie, pour autant, c'est l'une peut-être des opportunités qui... C'est ce qu'on appelle en anglais peut-être low hanging fruit. C'est assez près. Ça ne demande pas beaucoup peut-être d'infrastructure si c'est une application mobile. Donc c'est intéressant. Une dernière question peut-être avant qu'on passe à une prochaine section. On a parlé bien sûr de médicaments qui sont vrais ou faux. Mais on a vu aussi que la consommation, les dépenses de santé en général sont assez faibles. Et normalement, le problème c'est aussi que les gens ne vont pas nécessairement chez le docteur, mais on recourt à l'automédication. Et l'automédication, de la même manière que de prendre un médicament qui n'est pas bon, si on prend un médicament dans les mauvaises doses, c'est pas bon. Est-ce que vous avez touché sur cette question de la capacité? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour s'assurer que non seulement les produits sont de vrais produits, ils sont de bonne qualité, mais aussi que les patients les prennent en bonne quantité, parce que sinon ça crée tous ces problèmes de résistance aux antibiotiques, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des pharmacies, au niveau de la personne qui va avoir accès aux patients? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, ça revient encore à la capacité des pharmaciens qui sont dans des pharmacies communautaires d'aller dans un rôle qui est un peu plus que vendre les médicaments. Donc, ils doivent éduquer les patients sur la façon de prendre les médicaments, sur ce que ces médicaments sont. Si ce sont des antibiotiques, ils doivent savoir la résistance qui vient avec et tout ça. Il est très important de faire cela. Et il est aussi très important de faire que ces pharmaciens font partie du système public. En fait, le problème avec ça, c'est le fait que quand on parle des pharmacies communautaires, on les prend pour des business, des gens qui sont là juste pour chercher de l'argent. Et ils sont rarement intégrés dans le système de santé de beaucoup de pays. Et ça, c'est global. Maintenant, il faut savoir comment on intègre les deux pour que les pharmaciens puissent jouer leur rôle d'éducateur aux patients. Sinon, l'automédication, on ne va pas le limiter avec le fait que on a maintenant la technologie où tu dois répondre à 6-7 questions et tu sais directement de quoi tu souffres, quelle est la liste de médicaments laquelle tu peux choisir. Mais il y a cet aspect-là d'éducation et savoir comment est-ce que si la technologie permet aux gens de pouvoir faire automédication, comment est-ce qu'on va faire la même chose pour éduquer les mêmes personnes avec la même technologie? Je crois que c'est d'une manière positive. Oui, d'une manière positive. Mais c'est beaucoup à faire et c'est un peu grand et c'est trop vaste à comprendre et à pouvoir expliquer. Mais il faut reconnaître ce rôle de professionnels qui sont directement en face des patients et savoir que leur capacité peut aller jusqu'à assez loin en éduquant les patients et en faisant partie du système de santé de la nation. Revenons sur cette question particulièrement, peut-être avant de passer à la suite. À votre avis, comment est-ce qu'on s'assure que les patients, même ceux qui ne sont pas allés chez le docteur, vont prendre ces médicaments en de bonnes proportions? Et c'est comme il a dit, c'est d'abord prendre les médicaments. Donc, on prend les médicaments bien ou mal, mais ça dépend de la population. Oui, elle est impliquée, elle peut le faire, mais aussi les professionnels de la santé. C'est pourquoi on renforce le système de santé en élaborant des protocoles fiables, des protocoles qui peuvent aider les professionnels à soigner très bien, à donner les médicaments bien indiqués, à donner les médicaments qui sont fiables, qui répondent aux besoins de la population. Une autre chose, c'est que il y a la formation des professionnels, il y a la formation de la population aussi. Donc, je pense que c'est beaucoup à faire, mais je pense que on peut le faire. Et nos gouvernements aujourd'hui sont conscients. C'est pourquoi on est en train de voir. Il y a le système de régulation en place, il y a aussi le système de santé, les services de santé qui sont bien élaborés et qui ont des standards fiables aujourd'hui,
qui peuvent répondre, qui ont des standards en personnel, en médicaments, en information, en documents, qui peuvent aider la population à avoir une information fiable. On dit bien la technologie. Oui, la technologie, il faut donner à la technologie une information qui est fiable pour donner et pour permettre à la bonne utilisation des médicaments. En clair, la technologie est un oui. bon serviteur mais mauvais maître. Oui. On va passer tout de suite peut-être à cette question. On avait parlé des génériques. Oui. Et les génériques jouent un rôle de plus en plus croissant sur le continent parce que ça permet d'augmenter l'accessibilité, mais en même temps, on a quand même des médicaments qui ont des principes actifs en quantité suffisante, peut-être, et suffisamment de bonne qualité. On va essayer de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe peut-être et sur ces productions locales de certains de ces génériques. Et juste après ça, on aura peut-être un topo. On a parlé de beaucoup de chiffres, on a parlé de la situation au niveau du continent. On va essayer de voir, et à votre avis, commencer peut-être à y penser, quels sont peut-être les premiers consommateurs, les premiers producteurs, les premiers importateurs, exportateurs. On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, essayons de parler du générique, et notamment avec un cas au Kenya qui est intéressant pour notre discussion ici. La version générique et donc peu onéreuse du médicament le plus avancé contre le virus du VIH a été introduite au Kenya, une première en Afrique où plus de 25 millions de personnes souffrent du sida, selon l'organisation United. Le dolutegravir est disponible sur le marché depuis quelques années. Il est largement utilisé dans les pays développés, mais son prix restait souvent trop élevé pour être acheté dans le cadre de programmes à grande échelle de lutte contre le sida menés dans les pays africains. Le Kenya a débuté le déploiement à travers le pays du DTG, qui sera dans un premier temps administré gratuitement à 27 000 patients ne supportant pas les effets secondaires d'autres traitements. Le programme devrait ensuite prendre plus d'ampleur. Des programmes similaires seront d'ailleurs lancés d'ici la fin de l'année au Nigeria et en Ouganda. Selon les chiffres de l'OMS publiés en 2015, sur les 37 millions de personnes vivant avec le sida dans le monde, 70% vivent en Afrique. Alors, donc, on voit qu'il y a des initiatives locales, mais malheureusement, ces initiatives sont assez... sont rares. Embryonnaires. Sont embryonnaires, exactement. L'essentiel de l'appareil industriel pharmaceutique en Afrique est géré par des entreprises internationales avec éventuellement des franchises locales. On ne va pas citer de noms, mais on connaît tous les grands noms qui produisent des pharmacies. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'initiatives locales comme celle-là ? Moi, je pense, on a déjà parlé de ça. En Afrique, il n'y a pas de recherche et développement. Ce qui fait qu'on n'a pas des innovations en Afrique. On n'a pas des innovations. Et on n'a pas de capacité. Si on dit de capacité, on dit qu'on n'a pas de capacité infrastructure, on n'a pas de capacité institutionnelle, on n'a pas de capacité personnelle, la technicité, la science. Et aussi, quelquefois, on a même la peur. La peur. C'est le manque d'initiative, en fait. Oui, non, pas seulement le manque d'initiative. Je vous ai dit, il y a aussi le marché. Vous voyez, si l'industrie pharmaceutique demande beaucoup de choses. Et c'est une chose très intéressante. Je ne pense pas que l'Afrique, c'est pas seulement l'industrie pharmaceutique qui n'est pas développée. Parce que l'industrie pharmaceutique entre dans les autres industries, ils ont des impacts économiques, sociaux et aussi de la santé. Ça ne vise pas seulement la santé. Alors, peut-être... Quand on dit qu'il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de quoi que ce soit, quand même, vous êtes parti, vous avez étudié la pharmacie, vous devriez être indigné par ce qu'elle dit, non ? Oui, définitivement. Et j'aimerais, avec des chiffres, peut-être prouver qu'il y a la capacité, mais qu'on n'en a pas juste assez. En 2003, le générique en Afrique, c'était à peu près 4 milliards. En 2013, c'était plus de 20 milliards de dollars.
l'industrie des génériques en Afrique. Mais je dois souligner aussi ce qu'elle a dit, c'est le fait que quelles sont les composantes pour développer une industrie pharmaceutique? Est-ce que on a assez de ressources personnelles, on a assez de financement? Et surtout, une des choses qu'elle est en train d'insister, c'est le marché. Après tout, l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas comme les médecins en général où vous allez traiter et vous donnez un service professionnel. C'est pas vraiment ça. Mais l'industrie pharmaceutique, il faut acheter pour produire. Ça coûte très cher. Ça prend plus de 20 ans pour développer un seul antibiotique, un médicament par exemple. Et là, c'est assez de recherches scientifiques. Il y a des essais cliniques qu'il faut faire. C'est un peu trop qui est là. Maintenant, il faut savoir quels sont les modèles nécessaires pour qu'on puisse développer cela. Et c'est ainsi qu'il doit y avoir des partenariats entre les gouvernements et les industries et toute personne qui veut développer ce genre d'industrie et savoir établir ce genre de partenariat pour les développer. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans le monde où j'aimerais voir les pays africains beaucoup plus engagés. Par exemple, les initiatives... Donc c'est un appel aux pays africains. J'espère que l'audience et quiconque a le pouvoir, c'est un appel aux pays africains à s'engager davantage dans ce domaine-là, oui? Oui, définitivement. Par exemple, la production des vaccins qui est dirigée par les organisations comme Gavi et CEPI. C'est pour les Africains qu'on est en train de le faire. Mais aucun de ces vaccins ne seront développés en Afrique. Alors je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a plus de 10-20 pays occidentaux et aucun pays africain qui prend ce genre d'initiative? Parce que là-bas, il y a des financements, il y a des pays qui donnent de l'argent, il y a des chercheurs. Et moi, je me dis que si les pays africains développaient la capacité de pouvoir attraper ces opportunités, qui vont développer une capacité de base, et de là, on pourra nous-mêmes maintenant avancer. Mais avec les priorités qu'il y a dans nos pays, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas s'il y a une priorité plus importante que la santé. Enfin, je veux dire, c'est un peu la base, non? Je crois qu'en Afrique, il y a beaucoup des initiatives maintenant. Estera l'a mentionné avant. Il y a l'Union africaine qui vient de créer un environnement favorisant pour la production locale, où on va avoir beaucoup des usines pharmaceutiques. On attend qu'il y a une régulation au niveau du continent, la régulation efficace pour chaque pays. Et comme ça, les investisseurs puissent venir et puissent commencer à produire beaucoup. Et alors, il y a aussi un problème qu'il ne faut pas oublier. Tous les matériaux ou bien les principes actifs sont aussi importés. Oui, il faut avoir aussi des initiatives de recherche sur le continent pour qu'on puisse avoir des principes actifs sur le continent. On importe peu et comme ça, le prix devient pour abaisser même le prix de coût de production. Pour que les génériques qui sont venus de l'extérieur ne remportent pas sur les génériques produits localement. Et c'est ça aussi, parce que si on attend les investissements qui viennent d'en dehors du continent, si on prend les principes actifs qui viennent d'en dehors du continent, les chercheurs qui viennent d'en dehors du continent, finalement la production, c'est juste assemblé en fait qui sera fait au niveau local et ça va pas nécessairement améliorer la situation. Alors j'aimerais peut-être juste avant qu'on conclue notre discussion, qu'on puisse regarder un peu aux chiffres. Parlons des chiffres et parlons des coûts que ça prend en fait sur le continent et des pays qui se sont démarqués particulièrement, qui sont un peu plus avancés dans ces questions-là. Et on voit ça tout de suite après la publicité. Ne quittez pas. Magic FM. Isaha rero y'isa 10:18. Of course ni Magic Drive turi kumwe mpaka isa mwa z'umugoroba.
mukomeje kudutega amatwi kuri 90.7 Magic FM mace kumwe na Jarade ndetse na Michelle Iradukunda. mwaramutseho nanone iki ni ikiganiro Magic Morning mwumva kuva kwa mbere kugera kuri gatano tugikora kuva saa 2 za mitondo kugera saa 3 za mu gitondo ni mukuru w'urushi Magic FM. Alors, on a parlé de ce qui se passe sur le continent comme si on avait tous les pays, disons, qui sont sur le même niveau. Mais essayons de voir un peu plus en détail ce qui se passe au niveau des différents pays. Mais d'abord, en jetant un petit coup d'œil sur la situation de l'Afrique. On a dit donc que l'Afrique a une situation assez particulière et on va voir qu'au niveau du marché pharmaceutique, bien sûr, les grands leaders dans le domaine, c'est l'Amérique du Nord avec près de 50% de la consommation pharmaceutique internationale et puis avec l'Europe à 21,8%, l'Asie-Pacifique plus ou moins au même niveau, l'Amérique latine, la Turquie, le Moyen-Orient et l'Eurasie et l'Afrique qui est seulement à moins de 1% avec 0,7% des chiffres. Alors, au niveau du continent, on a bien sûr des pays qui se démarquent, qui ont un marché qui est un peu plus développé. Et on va voir au niveau des villes particulièrement, les dépenses pharmaceutiques en 2016. Casablanca, au Maroc, vient en première position avec 1,6 milliard, donc près de 2 milliards. Au niveau de l'Égypte, on a le Caire, qui est en avant aussi. On va voir Johannesburg avec l'Afrique du Sud, qui revient à divers endroits, et l'Algérie. Donc on voit que c'est vraiment au niveau du Maghreb et au niveau de l'Afrique du Sud, avec bien sûr le Nigeria et le Ghana, on le verra dans à d'autres niveaux. On va voir que, par exemple, la taille du marché est accaparée par les grands consommateurs, entre guillemets. On va avoir notamment ce qu'on appelle les 10 premiers pays qui consomment les médicaments au niveau du continent, c'est-à-dire l'Algérie, l'Égypte, le Kenya, la Côte d'Ivoire, la Libye, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ainsi que le Soudan et la Tunisie vont consommer, à l'heure actuelle, disons en 2012, ils consomment presque un tiers de ce que consomment tous les autres pays. On vous rappelle qu'il y a 55 pays au niveau du continent, ce qui est quand même énorme. Donc on a de grandes disparités au niveau de la consommation et on a bien sûr des pays qui vont en avant, comme vous l'avez vu. Donc on va voir aussi que il y a quand même des perspectives positives. On a parlé quand même de beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une expansion du marché et cette expansion va se voir notamment à ce que si on a un scénario plus ou moins réaliste en 2020, on était en 2010 à une consommation d'à peu près 17,5. En 2020, on pourrait être à 52,2 milliards de dollars et au niveau de 2020, si on a un scénario un peu plus optimiste, on pourrait même arriver à 66,5 milliards. Alors au niveau, on a parlé bien sûr d'un manque de production locale. La majorité de nos produits pharmaceutiques sont importés de l'extérieur et on va voir que l'Afrique du Sud, qu'on avait cité dans les pays qui ont mis en avant peut-être la production des médicaments au niveau local, produit peut-être l'équivalent à peu près de 380 milliards par an, mais va importer l'équivalent de 1901 milliards à peu près. Et on va voir l'Égypte, le Maroc, le Kenya qui vont aller décrescendo avec l'Algérie, qui est peut-être le grand importateur au niveau de l'Algérie. Donc il faut noter qu'en fait il y a juste le Maroc qui plus ou moins a développé peut-être un marché pharmaceutique et une production pharmaceutique qui couvre la majorité de ses besoins. Alors, on a parlé bien sûr de la raison pour laquelle finalement les populations, les citoyens ont la possibilité d'acheter ces médicaments et avoir accès à ces médicaments. Et aujourd'hui, bien sûr, l'une des raisons principales et l'une des choses que les pouvoirs publics doivent mettre en avant, c'est bien sûr la couverture médicale. Au niveau de la couverture médicale, la situation est très disparate sur le continent.
Si au Rwanda, on a à peu près 98% de couverture médicale, c'est-à-dire des gens qui ont accès à une mutuelle de santé ou un système de mutualisation, le Maroc, qui est encore dans une bonne position à juste 62%, et puis on peut parler des pays comme la Mauritanie à 13%, le Burkina Faso à 3%, et voilà. Et ces deux pays représentent malheureusement la majorité des pays du continent, parce que voilà, il n'y a pas de possibilité en fait d'avoir ces produits. Donc ça nous montre qu'il y a vraiment des différences au niveau du continent. Il faut mettre ça en avant, mais aussi qu'il y a des pays qui ont réussi finalement à avoir ou mettre à disposition de leurs citoyens des produits pharmaceutiques et éventuellement des produits pharmaceutiques de qualité. Essayons de voir ce qu'on peut en tirer comme leçon et quelles perspectives futures cela nous donne après cette courte page de publicité. Alors, on a vu beaucoup de choses au niveau des chiffres et je pense que ça nous apprend beaucoup de choses. Une première question peut-être, et ce sera votre question de conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire ou quelles leçons, disons, apprenez-vous de l'expérience de la couverture médicale universelle qui peut vraiment faciliter l'accès aux médicaments et aussi améliorer la santé publique? Ok, merci. Je crois que les pays d'Afrique doivent renforcer les régulations et puis intéresser les investisseurs pour la production de médicaments locaux. Intéresser les investisseurs. À votre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter surtout ces problèmes de médicaments frelatés, ces problèmes des médicaments illégaux? Comme il a dit, c'est la régulation, renforcer la régulation, mais aussi il faut renforcer le travail en commun. Il faut que les Africains commencent à harmoniser, à penser, à travailler comme un seul pays et limiter la disparition de forces de chaque pays. Donc, se mettre ensemble pour travailler ensemble et réussir ensemble. Oui. Alors, le dernier mot sera le mot de la jeunesse. Vous êtes notre futur. Et on a vu que la situation actuelle n'est peut-être pas rose, mais les perspectives sont positives. Qu'est-ce que vous voudriez dire peut-être? Qu'est-ce qu'il manque pour que vous puissiez jouer votre rôle, finalement, pour permettre d'améliorer cette situation? Tout d'abord, il faut rassurer. La jeunesse ne va pas décevoir. Et moi, je pense que la première chose à faire, c'est de développer notre capacité de recherche et développement et ainsi de savoir établir les partenariats et une prise de conscience pour développer l'industrie pharmaceutique en Afrique. Et on y est presque parce que notre génération est consciente et prête à agir. Parfait. Je pense que la boucle est bouclée. Hein? Merci beaucoup Frédéric Muhoza d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Dr Stella Tuyisenge. Merci. Et aussi à Israël Wimhe pour toutes vos ressources que vous avez bien voulu partager avec nous ce soir. Merci. Alors, et à vous, je pense que les leçons sont très nombreuses. On a parlé de beaucoup de choses. D'abord, il ne faut pas acheter des médicaments dans la rue. Heureusement, au Rwanda, ça n'existe pas. Mais au niveau de l'Afrique, mais aussi faire attention à la dose que l'on prend, faire attention à l'origine du médicament et puis, essayer d'éviter la prise excessive de médicaments. Les remèdes naturels sont toujours les meilleurs. Alors la semaine prochaine, vous serez avec nous et on va parler un peu de ces remèdes naturels et comment est-ce qu'on peut lier finalement la médecine moderne, la médecine traditionnelle dans une synergie peut-être gagnant-gagnant. Merci à vous de nous avoir suivis. La conversation continue sur les médias sociaux avec Image de l'Afrique, #Image de l'Afrique. Et pour moi, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Au revoir.